À 07h46, deux chiffres impossibles ont fait vaciller un volcan endormi. En quelques heures, une prospection de routine s'est muée en annonce planétaire, tandis que le nom de Somgandé envahissait les antennes, les marchés et les salles de crise internationales. Que signifie vraiment cette secousse silencieuse pour l'avenir du Burkina Faso, pour la vie de ceux qui y habitent, et pour la promesse incarnée par Ibrahim Traoré? Car derrière l'éclat supposé des diamants, c'est la carte du pouvoir, de la souveraineté et des alliances qui commencent à se redessiner sous nos yeux. La découverte fulgurante de Somgandé impose au Burkina Faso un test stratégique où chaque décision peut amplifier ou réduire son avenir collectif. Elle peut offrir au pays une souveraineté minérale réelle et durable. Mais cette possibilité, aussi séduisante soit-elle, s'accompagne de risques immédiats qui redéfinissent déjà l'équilibre politique, économique et social du pays. Car un gisement de cette ampleur attire non seulement des partenaires, mais aussi des rivalités, des pressions diplomatiques et des tentatives d'ingérence capables d'éroder la cohésion nationale. C'est là que se forme un premier micro-hook. La richesse ne protège pas, elle expose. Les institutions doivent absorber cette onde de choc sans perdre leur capacité de décision, tandis que les attentes populaires montent et que les marchés réagissent avec une volatilité nouvelle. Dans ce climat chargé, la question centrale n'est plus seulement de savoir comment extraire la ressource, mais comment l'encadrer avant qu'elle n'impose sa propre logique. Sans une architecture de gouvernance adaptée, chaque avancée pourrait devenir une brèche et chaque promesse une vulnérabilité. Les premières données, révélées dès 07h46, ont exposé une anomalie géologique 20 fois supérieure aux densités diamantifères connues. Quelques heures plus tard, les relevés tridimensionnels confirmaient une continuité minérale s'étendant sur plusieurs kilomètres, transformant ce qui semblait un incident technique en point de bascule continental. À partir de là, la chronologie s'est accélérée. Les capteurs souterrains, les drones de cartographie et les satellites ont convergé vers une même conclusion. Somgandé n'était pas un simple gisement, mais un réseau de veines cristallines incrustées dans la chambre d'un volcan éteint depuis des millénaires. La nouvelle a atteint Ouagadougou avant midi, déclenchant un dispositif de sécurité immédiat. L'armée a verrouillé le périmètre, tandis que les géologues dressaient les premiers modèles structurels. Dans l'après-midi, les images transmises au palais présidentiel ont entraîné une réunion d'urgence. Ibrahim Traoré, calme, a rappelé que l'événement représentait autant une opportunité qu'une épreuve. Le soir même, l'allocution présidentielle insistait sur la responsabilité collective plutôt que sur la fortune brute. Un contraste qui a surpris certains observateurs internationaux. Dans les villages, les anciens ont interprété cette découverte comme un signe ancestral, tandis que dans les villes, la jeunesse y voyait l'amorce d'une renaissance africaine. Les radios diffusaient en boucle des manchettes historiques et les commerçants interrompaient leurs ventes pour écouter les premières analyses. À l'étranger, l'annonce a produit un séisme médiatique. Les comparaisons avec Gawar en 1938 se sont multipliées, projetant Somgandé au rang d'actif stratégique mondial. Les chancelleries ont activé leurs cellules d'observation, anticipant un choc des ressources, susceptible de redistribuer les rapports de force au Sahel. Dès les premières 48 heures, 3 figures se sont imposées pour guider la compréhension de Somgandé. Les géologues chargés d'interpréter l'anomalie, les unités militaires responsables de sécuriser la zone et le cercle rapproché d'Ibrahim Traoré, déterminé à contenir l'emballement politique. Le premier microcase apparaît sur le site même. Une équipe mixte sino-burkinabé, venue pour une simple prospection aurifère, se retrouve soudain confrontée à des courbes de densité incompréhensibles. Les techniciens pensent d'abord à une interférence électromagnétique, mais la répétition du signal, confirmée par satellite, impose un changement d'échelle immédiat. Leurs relevés deviennent alors la matrice d'une opération nationale. Deuxième microcase.
Dans une salle fermée du palais présidentiel, un modèle tridimensionnel projeté au mur révèle l'étendue des veines cristallines. Les conseillers, encore incrédules, s'arrêtent sur un détail précis. La structure souterraine semble continue, presque architecturée, comme si la géologie elle-même avait préparé un réservoir à long terme. Ibrahim Traoré écoute, pose peu de questions, mais reformule l'enjeu. Comprendre avant d'exploiter, protéger avant de décider. Et la véritable question, condensée en une seule ligne, reste entière. Qui maîtrise le rythme maîtrise la ressource. Avant 0800, Somgandé n'était qu'un volcan éteint. Après 0814, il devenait un pivot géopolitique. Cette bascule, brutale et irréversible, a déclenché une succession d'événements où chaque heure réécrivait les précédentes. La journée du 7 septembre 2025 demeure désormais le point d'origine d'une dynamique qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Tout commence avec le grésillement anormal des instruments. Les techniciens suspectent une panne, puis une interférence, puis un artefact. Rien n'y fait. Les schémas irréguliers se répètent, s'épaississent, s'organisent. Le site bascule en zone stratégique. Les équipes appellent Ouagadougou. Le rapport d'urgence part avant 10 à 0. À ce moment précis, le pays comprend qu'il se passe quelque chose d'imprévu. Mais personne n'en mesure encore la portée. Le changement de rythme est immédiat. Les hélicoptères décollent. Les drones balayent la croûte basaltique. Les capteurs multiplient les mesures. Tout converge vers une même évidence. La densité est trop forte, trop stable, trop profonde pour être accidentelle. À la capitale, le Conseil de sécurité est réuni. Ibrahim Traoré interrompt la séance. L'ordre qu'il donne est sec, sans détour. Sécuriser, isoler, suspendre toute communication externe. Sur le site, les militaires arrivent avant même que les géologues n'aient fini leurs analyses préliminaires. Les images tridimensionnelles envoyées au palais montrent une structure carbonée qui s'étire bien au-delà des zones de prospection. Puis un deuxième flux de données tombe. La continuité minérale semble se prolonger sur plusieurs kilomètres. Cette simple information suffit à déclencher la réunion d'urgence qui marquera la journée. La nouvelle franchit les murs d'État. Elle se diffuse dans la rue avant d'être officiellement confirmée. Les radios locales parlent d'anomalies spectaculaires. Les commerçants s'arrêtent pour écouter. Les universités s'agitent. Les marchés internationaux réagissent en quelques minutes. À Londres et Dubaï, les indices du diamant bondissent de 18%. Le soir, l'allocution présidentielle tombe. Sobre, ferme, centrée sur la responsabilité. Un contraste total avec l'euphorie extérieure. Ce ton surprend les observateurs, mais calme le pays. Il unit même temporairement des groupes habituellement opposés. Dans les villages, on parle d'un signe. Dans les villes, d'un tournant. Dans les chancelleries, d'un séisme. Le lendemain, la ferveur nationale se transforme en vigilance. Des drones non identifiés survolent la zone. L'armée installe des radars, verrouille les accès, renforce les postes. Dans les ministères, les premières notes confidentielles évoquent déjà un choc des ressources. Le troisième jour, la situation franchit un seuil invisible. Les puissances extérieures s'activent. Les attachés économiques sont convoqués. Les analystes spéculent. Les conglomérats miniers envoient des observateurs. Sur le terrain pourtant, rien ne ralentit. Les drones cartographient. Les scanners creusent plus profond. Les modèles s'affinent. Chaque nouvelle mesure rend l'hypothèse initiale plus solide. Somgandé pourrait être le plus vaste réseau diamantifère jamais documenté. Le point de départ est clair. Une densité diamantifère mondiale moyenne stabilisée depuis des décennies. Puis un delta brutal qui a immédiatement déplacé le centre de gravité du débat. À Somgand, la densité atteint 18,6 grammes par mètre cube, soit plus de 10 fois la moyenne internationale. Cette valeur, vérifiée à trois reprises,
révèle une structure souterraine exceptionnelle, appuyée par une stabilité géologique rare. Deuxième mesure, la surface cartographiée couvre 2,3 km², mais les simulations indiquent une continuité probable jusqu'à près de 15 km. Cette projection implique qu'une exploitation limitée manquerait l'essentiel de la richesse enfouie. Troisième mesure, un modèle du ministère des Finances estime qu'un contrôle continu sur 20 ans pourrait dépasser 200 milliards de dollars, 40 fois le PIB annuel actuel. Cette estimation montre que la ressource peut transformer non seulement l'économie, mais aussi la capacité institutionnelle du pays. À partir de ces trois chiffres, une réalité s'impose. Somgand n'est pas un gisement ponctuel, mais un système. Les géophysiciens le décrivent comme un entrelacement de chambres cristallines, un tissu minéral formé par une pression ancienne, stabilisé et remarquablement homogène. Ce caractère structurel change tout. Il ne s'agit plus d'estimer un filon, mais de comprendre une architecture. C'est également ce qui explique pourquoi les experts étrangers ont d'abord contesté les données. Trop élevées, trop régulières, trop propres, mais les vérifications répétées, les audits indépendants et la redondance des sources ont rendu les doutes caducs. À Ouagadougou, cette avalanche de données a créé une tension nouvelle. Ibrahim Traoré, conscient de la portée politique de ces chiffres, a ordonné un audit complet des capacités nationales. Les résultats ont montré un écart préoccupant. Moins de 8% des ingénieurs miniers disposaient d'une formation avancée et aucune infrastructure n'était calibrée pour un projet d'une telle ampleur. Les médias internationaux ont saisi l'enjeu. Reuters, Le Monde Afrique et The Atlantic ont présenté Somgandé comme une opportunité explosive et fragile, parce que la puissance du gisement peut autant propulser qu'effondrer un système institutionnel. Dans les universités burkinabées, ce sont surtout les données qui ont captivé. Les étudiants ont surnommé cette dynamique le modèle Traoré, une trajectoire qui s'appuie sur la connaissance et non sur la rente, sur la maîtrise, plutôt que sur l'extraction hâtive. À mesure que les chiffres circulaient, le débat s'est élargi. Les comparaisons avec le Botswana, la Namibie ou d'autres économies minières se sont multipliées, mais une distinction majeure apparaissait. Somgand dispose d'une cohérence interne qui en fait plus qu'une manne. Il devient un révélateur moral. Deux visions se sont imposées dès les premières semaines après la révélation de Somgand, chacune portée par des arguments solides et des références historiques précises. La première, défendue par plusieurs économistes africains, affirme que le Burkina Faso tient une chance historique, celle de démontrer qu'un pays souvent perçu comme vulnérable peut écrire ses propres règles en matière de gouvernance minière. Pour eux, la combinaison d'une ressource d'ampleur continentale, d'une mobilisation populaire et d'une discipline institutionnelle émergente représente une opportunité rare. Ils rappellent que certains États, comme le Botswana, ont su transformer une rente minière en moteur de développement grâce à la transparence, à l'éducation et à une gestion centralisée stable. Selon cette lecture, une stratégie articulée autour de la connaissance, du contrôle fiscal renforcé et de la montée en compétences nationales pourrait bâtir un modèle inédit de souveraineté minérale. La seconde vision adopte une posture plus prudente. Elle réunit d'anciens diplomates, des analystes internationaux et des spécialistes du CDE, paradoxe des ressources. Il souligne que l'abondance minérale a souvent fragilisé les institutions plutôt que de les renforcer. Les exemples du Nigeria, du Congo ou du Niger sont mis en avant. Richesse colossale, gains limités, dépendance accrue aux puissances extérieures, tensions internes et corruption systémique. Leur inquiétude principale porte sur l'isolement diplomatique naissant du Burkina Faso, couplé à ses partenariats stratégiques avec la Chine et la Russie, qui pourraient réduire sa marge de manœuvre et alourdir la pression géopolitique. Ainsi, la trajectoire n'est ni une promesse naïve, ni un danger inévitable. C'est un choix encore ouvert,
structuré par des données concrètes et des décisions mesurables. La donne change soudain. Dans les capitales étrangères, les discours changent de ton. Les ambassades révisent leurs évaluations. Les analystes parlent désormais d'un pivot énergétique. Pékin, Washington, Moscou et Bruxelles repositionnent leurs équipes, conscients qu'un pays jusque-là considéré comme périphérique peut devenir un centre de gravité incontournable. À Ouagadougou, l'effet est immédiat. Ibrahim Traoré adopte une posture plus sobre encore, insistant sur la notion de contrat plutôt que de fortune, et rappelant que la ressource n'a de valeur que si elle sert un projet collectif. Ce midpoint révèle un nouvel enjeu. Somgandé n'est plus seulement une mine, mais un levier capable de remodeler la place du Burkina Faso dans l'échiquier mondial. Les effets concrets de Somgandé apparaissent en moins d'un mois, et chacun d'eux révèle une transformation profonde, parfois silencieuse, mais déjà irréversible. Ces impacts se répartissent en 4 dynamiques majeures qui touchent les nations voisines, les marchés mondiaux, la société burkinabé et les puissances extérieures. Au Mali, au Niger et au Ghana, la découverte agit comme un aimant stratégique. Des délégations affluent vers Ouagadougou pour proposer une alliance minière régionale, cherchant à éviter que le Burkina Faso ne devienne seul le pôle majeur du Sahel. Mais derrière les discours d'unité, transparaît une inquiétude nette, la crainte de voir se former un centre de pouvoir inédit qui déplacerait les équilibres géopolitiques. Les rencontres s'enchaînent, souvent cordiales mais sous-tendues par une rivalité latente. L'annonce du gisement déclenche une flambée des prix. En 2 semaines, le diamant brut grimpe de 22%, puis se stabilise à un niveau jamais atteint. Les grandes maisons de négoce dépêchent des émissaires, cherchant à comprendre si Somgandé pourrait briser l'architecture traditionnelle des cartels du Nord. Les analystes financiers décrivent un effet domino, où chaque nouvelle donnée burkinabé modifie les anticipations mondiales. Le marché découvre qu'un acteur inattendu peut troubler un système pourtant verrouillé depuis des décennies. Dans les universités, des filières de géologie appliquée s'ouvrent en urgence. Les jeunes s'y inscrivent massivement, voyant dans cette trajectoire une chance d'avenir inédit. Dans les villages autour du volcan, les comités communautaires s'organisent pour surveiller les routes et protéger la zone. Une mobilisation populaire rare en Afrique de l'Ouest. À travers ces dynamiques, la société se réinvente, non plus spectatrice, mais actrice d'un projet national. Une confiance nouvelle circule, plus déterminante encore que les chiffres. Washington propose un programme pour la transparence. Pékin suggère la construction d'un institut minier régional. L'Union européenne exige des garanties environnementales. Chacune de ces offres avance avec un discours de coopération, mais chacune masque un objectif de positionnement géostratégique. Les diplomaties mesurent que le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ne peut plus être traité comme un pays périphérique. Chaque visite diplomatique devient alors un test, où la moindre phrase peut reconfigurer une relation bilatérale. À travers ces 4 cercles d'impact, un constat s'impose. Somgand n'est pas simplement un événement géologique, mais un révélateur systémique. Au terme des premières semaines d'analyse, 3 trajectoires possibles émergent pour les 12 prochains mois. Chacune repose sur des logiques cohérentes, soutenues par les données déjà confirmées et les comportements des différents acteurs régionaux et internationaux. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso maintient un contrôle strict de Somgand, tout en renforçant progressivement ses capacités techniques. Les premiers laboratoires d'analyse minérale ouvrent, fournissant les outils nécessaires pour vérifier, stabiliser et planifier l'exploitation. Les partenariats restent sélectifs et encadrés par des clauses de transparence, ce qui permet d'éviter toute dérive politique ou diplomatique. La croissance nationale progresse lentement, mais sûrement, tirée par la montée en compétences et l'émergence d'une gouvernance minière plus robuste. C'est le scénario privilégié par les institutions locales, car il limite les risques tout en consolidant les bases d'un modèle durable. Ici,
Le pays accepte de s'appuyer sur des coopérations externes pour accélérer le développement. Des sociétés minières étrangères interviennent sous supervision burkinabé, apportant machines, expertise et capitaux. Les revenus augmentent rapidement, tout comme la visibilité internationale du projet. Cependant, cette accélération s'accompagne d'un risque, l'élargissement des inégalités et la dépendance envers des partenaires capables d'imposer leurs priorités. Ce scénario est séduisant à court terme, mais fragile sur le long terme, car il nécessite une très forte discipline institutionnelle pour éviter les effets pervers des investissements massifs. Dans cette dynamique, les pressions externes dépassent les capacités d'absorption du pays. Les ingérences se multiplient, les tensions régionales s'accroissent et les campagnes d'influence tentent de fragiliser la souveraineté burkinabé. L'État est contraint de verrouiller l'économie, de nationaliser la production et de s'appuyer sur un réseau panafricain d'entraide. Cette stratégie protège la ressource, mais réduit la marge de manœuvre diplomatique, tout en exposant le pays à des sanctions potentielles. L'unité nationale pourrait néanmoins en sortir renforcée, paradoxalement, en réaction à ces pressions. Face à ces trois trajectoires, l'approche la plus utile consiste à distinguer les faits des projections et les signaux faibles des illusions rapides. L'agilité intellectuelle sera la clé. Penser en scénario plutôt qu'en certitude. Chez les jeunes, l'effet est immédiat. Les campus d'Ouagadougou connaissent une effervescence nouvelle, stimulée par l'ouverture de filières spécialisées en géologie, en modélisation 3D et en ingénierie minérale. Les étudiants s'approprient le discours scientifique autour de Somgandé, partageant graphiques et simulations sur les réseaux sociaux. Cette dynamique crée un espace de projection inédit, non plus émigré, mais contribué. Pour nombre d'entre eux, la découverte agit comme un rappel que le futur peut s'écrire localement. Dans les zones rurales proches du volcan, les impacts sont plus concrets. Les coopératives agricoles, soutenues par des microcrédits, diversifient leurs activités pour préparer l'arrivée de nouvelles infrastructures. Les comités villageois surveillent les routes, organisent des tours de veille et cherchent à éviter les dérives spéculatives. Cette vigilance enracinée dans la communauté façonne une forme de souveraineté populaire qui dépasse le simple cadre minier. La diaspora, quant à elle, observe avec un mélange de fierté et de prudence. Les associations d'expatriés multiplient les conférences et les échanges, cherchant à comprendre comment participer au projet sans reproduire les erreurs du passé. Le désir d'investissement augmente, mais toujours accompagné d'un débat sur la transparence et les garde-fous. Pour ces trois cercles, 2 suggestions peuvent renforcer l'élan actuel, car c'est dans cette interaction continue que se construit une adhésion durable. Pour passer de la découverte à la maîtrise durable de Somgand, une feuille de route claire doit articuler responsabilité, séquençage et critères de réussite. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 axes structurants émergent déjà, chacun conçu pour réduire l'écart entre l'abondance géologique et la capacité institutionnelle. Il s'agit de former en continu des ingénieurs capables d'encadrer les phases d'exploration, d'extraction et de modélisation. Les institutions fixent un rythme annuel précis, mesurable par le nombre de promotions certifiées et la qualité des audits scientifiques indépendants. Les drones de forage, les scanners 3D et les systèmes de cartographie avancés doivent être déployés par modules successifs. Chaque technologie introduite est évaluée selon 2 critères, fiabilité et transparence des données produites. Ce suivi évite toute dépendance technique. Universitaires, communautés rurales et forces armées siègent ensemble pour surveiller les décisions et prévenir toute opacité. La performance de cet axe se mesure via la publication publique des rapports trimestriels et la tenue de consultations ouvertes. Ce volet vise à mutualiser compétences, données et dispositifs diplomatiques. Les résultats attendus se lisent dans la capacité du pays à négocier sans isolement et à résister aux ingérences extérieures. À travers ces axes, le pays consolide un modèle où chaque étape peut être évaluée, corrigée ou amplifiée.
L'objectif n'est pas seulement d'extraire, mais de transformer une ressource en stabilité durable. Ibrahim Traoré retourne souvent sur ce site, là où les instruments ont grésillé pour la première fois. Il y marche lentement, comme pour vérifier que la promesse n'a pas été déformée par le bruit du monde. Autour de lui, les installations scientifiques éclairent de la roche sombre, écho des projections 3D qui, autrefois, avaient stupéfié son équipe. Dans les villages, les anciens racontent désormais que la montagne respire calmement, car elle a enfin trouvé un peuple digne de porter son secret. Dans les écoles, les enfants dessinent le volcan non comme une menace, mais comme un gardien. Au cœur de ce nouveau récit, une idée simple s'impose, portée par ceux qui creusent. Cartographie ou veille. La dignité se construit pas à pas. Dans les rues d'Ouagadougou, des fresques apparaissent, représentant le volcan comme un phare au milieu du Sahel. Dans les écoles, les enseignants utilisent que les premières cartes 3D pour expliquer la patience, la responsabilité et la connaissance. Dans la diaspora, des conversations s'ouvrent sur la manière de revenir, d'aider ou simplement de raconter l'histoire sans l'exagérer ni la minimiser. Cet élan ne demande ni célébration excessive, ni promesse intenable. Il repose sur des gestes simples. Partager une information fiable, soutenir une initiative locale, encourager une formation, relayer une idée juste, car chaque récit transmis avec soin prolonge la trajectoire collective. Et vous, face à ce moment charnière, comment choisissez-vous de participer au lendemain de Somme Gandé ?